10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk. La suite de votre grand rendez-vous en direct, bien sûr, sur Europe 1 et CNews. Nous recevions il y a quelques instants Alexis Corbière, place à présent vice-président de l'Assemblée nationale et député du Nord RN. Sébastien Chenu, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. On vient d'interroger Alexis Corbière à propos de la manifestation hier de soutien au prédicateur Iqwisen. Ça vous a choqué, cette manifestation ? Bien sûr, et je crois que ça choque beaucoup de Français. Je me réjouis qu'il y ait eu finalement assez peu de monde, ça c'est un bon signe, mais c'était évidemment, manifestement, un trouble à l'ordre public. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, c'est un trouble à l'ordre public. On aurait mieux fait de l'interdire, cette manifestation. On se porterait mieux si tous ces gens-là ne s'exprimaient pas de cette façon-là dans notre pays. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, sincèrement, c'est très choquant. Plus largement, il y a le feuilleton autour de ce prédicateur qui dure. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se justifie, il dit qu'il n'y a pas eu de faille et se félicite presque qu'il y ait eu cette fuite de cet imam puisqu'il n'est plus en France. Que répondez-vous à ça ? Ouais, je pense que Gérald Darmanin tord un peu les faits, la situation, pour essayer de se sortir d'une situation qui est manifestement gênante, voire humiliante pour lui, mais surtout pour notre pays. Quelle est la situation ? C'est une situation que je connais bien parce que l'imam Iqwisen, il est dans ma circonscription du Nord. Il habite la ville de Lourches, qui est une ville de ma circonscription. Et bien avant d'être député d'ailleurs, j'ai dénoncé cette situation, les propos de cet imam absolument accablants et scandaleux. J'ai entendu personne à l'époque. Les insoumis, M. Corbière, tout ça faisait la sourde oreille. M. Darmanin et le gouvernement étaient aux abonnés absents. J'ai alerté les autorités de l'État, le préfet. Premier rendez-vous lorsque j'étais député, j'en ai parlé, silence radio, ça fait des années qu'on n'en parle pas. Donc la réalité, c'est que cette situation, elle était bien connue, elle était même connue d'un certain nombre d'élus locaux. Il y avait ceux qui donnaient un coup de main à la famille Iqwisen pour récupérer des voix. Et puis il y avait des élus locaux, de gauche aussi, je pense d'ailleurs au maire de Bouchain, une commune de ma circonscription, qui avait dénoncé ces propos-là. Donc tout le monde connaissait ça. Et puis on apprend que M. Iqwisen était fiché S. Et puis ensuite, M. Darmanin dit qu'il faut l'expulser. Très bien. Moi, je trouve ça très bien, même si j'ai trouvé absolument extravagant le mois que nous avons passé à essayer de trouver les solutions pour expulser cette personne. Certains appellent un état de droit. Qu'auriez-vous fait, vous ? Certes, ça veut dire que la loi n'est pas adaptée, qu'on ne peut pas expulser quelqu'un. Vous avez vu d'ailleurs que, c'était très intéressant, dans l'arrêté du Conseil d'État, les raisons pour lesquelles le Conseil d'État valide l'expulsion sont les suivantes. On dit, bah oui, mais Iqwisen a eu des propos scandaleux, il s'était excusé, mais ses excuses n'étaient pas sincères. Donc ça veut dire que si ses excuses avaient été sincères, il serait peut-être resté. Et puis surtout, vous savez qu'il y avait cet argument de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'effectivement, pour préserver sa vie familiale, il n'est pas expulsable. Au final, le Conseil d'État a rendu une décision dont tout le monde se félicite. Parce que ça veut dire que quand Darmanin bombe le torse en disant ça fera jurisprudence, attention, on nous dit oui, mais finalement il a des enfants majeurs, ça n'aurait pas nuit à sa vie privée. S'il avait eu des enfants mineurs, il serait encore sur le territoire français. Sur quelle base aurait-il fallu l'expulser ? Ça veut dire sincèrement qu'il faut tout revoir. Il faut tout revoir parce qu'on a un problème avec, évidemment, le code de résidence des étrangers en France. On a un problème avec les OQTF qui ne sont pas appliqués. C'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen, depuis très longtemps, nous disons, en tous les cas, elle l'a porté, nous souhaitons une grande loi validée par les Français par référendum sur l'immigration. Mais permettez de revenir sur la question. Sur quelle base aurait-il fallu l'expulser si vous dites que les considérations avancées étaient insuffisantes selon vous ? Je vais vous donner une base très simple. Des fichiers S étrangers doivent être expulsés. Je reviens, vous savez, à mon propos du maire de Bouchain. C'est très symptomatique parce qu'on a eu ce débat au Parlement, à l'Assemblée nationale. Les maires ne sont même pas au courant qu'un fichier S est dans leur commune. Or, ce fichier S, cet imam Iqwisen, était en délicatesse avec la mairie locale pour des histoires de logement. Le maire apprend par la presse qu'il est fichier S et nous dit mais ça aurait pu avoir des conséquences terribles pour nous, mairie, donc, qui sommes si en on vous entend bien, on a proposé... Oui, le fait d'être fichier S étranger suffit à être une... Effectivement, la loi évolue dans ce sens-là. On avait proposé d'ailleurs un amendement tout simple qui ne coûte pas 1 euro. C'est que les maires puissent être informés d'un fichier S sur leur territoire. Pas pour donner le nom sur la porte de la mairie, pour savoir qu'il y a un fichier S dans un quartier. Mais je suis persuadé que ça aurait été utile lorsqu'il a fallu ne pas surveiller justement l'imam Iqwisen puisqu'il n'a même pas été surveillé. Ça aussi, humiliation suprême. Évidemment. Il n'a pas été surveillé. À la place du ministre de l'Intérieur, vous avez fait quoi après la décision du Conseil d'État ? Vous auriez fait surveiller... Non mais là, on est dans une situation où nous sommes dans les conséquences d'une politique que nous combattons depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire, vous auriez fait quoi ? Nous combattons, nous militons, nous proposons aux Français depuis des années qu'on change l'ensemble des dispositifs, des textes qui régissent le droit de l'immigration en France. Sébastien Chenu, combien
Combien de textes, et là j'en viens au texte contre le séparatisme, etc. Combien ont été votés jusqu'à la dernière heure? D'ailleurs, sur lesquels vous n'êtes souvent pas partant. Vous ne les votez pas pour. Vous avez raison. Le dernier texte qui a été voté, c'était en 2018. Et on s'apprête à en voter un nouveau. Oui. Ça veut bien dire que c'était sans efficacité, que ça ne correspond pas. Ou alors qu'on progresse et qu'on renforce. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile, mais il se trouve que ça met en danger la vie des Français. Non, on ne les vote pas parce que ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Si, ça va dans le sens d'un durcissement. Non, monsieur, parce que je vous donne un exemple. Dans le texte de 2018, dans le texte de 2018, on restreint par exemple le financement des associations cultuelles étrangères par des États étrangers à, de mémoire, je crois, 10 000 €. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus de financement étranger d'associations cultuelles sur notre territoire. Donc on ne va pas voter quelque chose qui permet encore de le financer à une quelconque hauteur. En réalité, ce gouvernement a la trouille. Ces gens ont la trouille de s'attaquer frontalement à l'islamisme et de le définir. Nous le rattraperons, nous l'interpellerons et nous l'expulserons. On est agi plus combien Gérald Darmanin n'est pas... Écoutez, ils n'ont pas été foutus de le surveiller. Je vous rappelle qu'on a... Vous le trouvez faible, pardonnez-moi, le ministre de l'Intérieur est faible intrinsèquement dans la lutte contre l'islamisme. Mais il n'y a rien derrière. Enfin, je veux dire, on a embêté des Français pendant des mois et des mois à ne pas sortir, à donner des certificats pour pouvoir faire 150 mètres autour de chez eux. Ça fait un mois que l'imam Iqiyoussen défraye la chronique. On n'est pas fichu de le surveiller. Il y a une cagnotte en ligne sur les réseaux sociaux qui récupère 60 000 €. On trouve ça très bien. On avait empêché une cagnotte pour financer d'ailleurs, je crois, un gilet jaune qui s'était très mal comporté, qui avait cassé la figure de force de l'ordre. On avait supprimé la cagnotte. Et tant mieux d'ailleurs. Mais de quoi tout cela est-il le symptôme alors? D'une complaisance pour l'islamisme? Mais bien sûr. Une complaisance pour l'islamisme de la part du gouvernement? Et d'une peur. Oui, alors d'une complaisance, oui. Oui, une complaisance, oui. Vraiment? Parce que ça fait des années, pas seulement ce gouvernement, ça fait des années que dans la société française, dans la société politique française, il y a une complaisance. Quand Gérald Darmanin dîne avec d'autres personnes pour récupérer les voix d'un certain nombre de communautés musulmanes à Tourcoing. Il dîne avec l'imam Iqiyoussen. Il sait très bien ce qu'il fait. Et l'imam Iqiyoussen avait à l'époque déjà proféré tous les propos qu'il a tenus. Or, le problème, c'est que nous avons une classe politique qui rampe, qui s'agenouille, qui demande des voix dans des quartiers. On le voit d'ailleurs, l'exemple le plus extrême, c'est la France Insoumise, qui est carrément labellisée par les islamistes. Vous avez entendu la défense d'Alexis Corbière. C'est très faible, excusez-moi. Il condamne tous les propos de l'imam. Ce sont les églises catholiques, c'est le fait qu'un préfet aille dans une église catholique qui est une menace pour la France. Enfin, sincèrement, il n'y a pas eu tant mieux d'attentats au nom de catholiques radicaux dans notre pays. Or, j'en connais un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu au nom d'islamistes. Complaisance, faiblesse, refus de s'attaquer, car refus de définir aussi ce qu'est cette idéologie. Complaisance, votre attaque est quand même forte dans un pays où nous avons connu tant de chocs. Complaisance au plus haut sommet de l'État. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus que 200 jeunes se fassent trouer la peau au Bataclan, que des familles sur la promenade des Anglais se fassent décimer, que des prêtres et des professeurs se fassent trancher la gorge? Que nous faut-il de plus pour réagir? Que nous faut-il de plus pour changer la loi, pour protéger les Français? C'est quand même cet exécutif, cette majorité qui a voté contre une loi pour justement durcir les choses et contre le séparatisme. On n'y est pas, monsieur. Non mais on n'y est pas. L'imam Iqiyoussen est en fuite. Il n'y a pas de volonté de définir ce qu'est l'islamisme pour le combattre, car je vous le rappelle, on ne combat quelque chose que l'on définit correctement et bien. Tant qu'on ne s'attaquera pas à l'islamisme, ce qui permet de faire vraiment la différence avec la religion, l'islam, sur lequel un certain nombre de nos compatriotes, à laquelle un certain nombre de nos compatriotes croient sans aucun problème, sans aucune difficulté, tant qu'on ne s'attaque pas à l'islamisme, eh bien, quelque part, on recule. Alors, sur le plan de la sécurité, après la violente agression à Cannes d'une octogénaire, le maire David Lisnard a demandé la levée de l'excuse de minorité, la suppression des aides sociales à leurs familles. J'imagine que vous soutenez de telles propositions? Oui, j'y souscris et je crois que l'une des pistes dans tout ça, c'est à l'avenir de mieux associer, responsabiliser, voire sanctionner des familles qui ne font pas leur boulot. Vous savez, on peut être modeste, moi je suis élu d'une circonscription modeste, et tenir ses gamins, élever très correctement ses gamins. Donc oui, je pense que lorsqu'on bénéficie du concours de l'État, à travers un logement social, à travers un certain nombre d'aides, de solidarité, eh bien on a en regard la nécessité de tenir ses gosses, de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Oui, demain, je suis persuadé que associer, voire sanctionner
un certain nombre de familles parce qu'elles ne tiennent pas à leurs enfants, parce qu'elles ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est une piste vers laquelle il faut aller. Défi d'autorité, on vient d'en parler sur le plan de l'insécurité. On va marquer une courte pause, Sébastien Chenu, et se retrouver évidemment pour l'un des défis les plus importants aussi de cette rentrée, défi énergétique et écologique. On en parle là tout de suite. Merci de votre fidélité. La suite du grand rendez-vous. Notre invité, le vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord, Sébastien Chenu. Nous avons parlé du défi d'autorité, de la fuite du prédicateur Equisen. Revenons évidemment à présent sur l'un des défis de la rentrée énergétique. Êtes-vous d'accord pour dire, Sébastien Chenu, que si nous en sommes là, dans notre situation énergétique, c'est à cause des différents choix des gouvernants depuis des années sur le nucléaire, qu'il y a une forme d'abandon du nucléaire dans notre pays ? Mais tout était prévisible. Si nous en sommes là, nous devrions savoir que c'est la conséquence d'un certain nombre de décisions politiques depuis des années dans notre pays, dont ceux qui nous gouvernent sont responsables. Quand je dis tout était prévisible, l'inflation d'abord a commencé avant la guerre en Ukraine. Je vous rappelle que Marine Le Pen fait le choix de cette thématique de campagne en septembre dernier, il y a un an exactement. Nous ne sommes pas encore en guerre avec l'Ukraine. Or, l'inflation est déjà galopante. Les choix qu'il y a eu, elle existe déjà très fortement. Et les Français comprennent bien qu'on a des problèmes qui sont liés, alors on peut en parler, à d'autres causes, la mondialisation, etc. Mais enfin, l'inflation est un sujet qui s'impose. L'abandon, ou plutôt la politique, j'allais dire, de brouillon, de zigzag en matière nucléaire, a envoyé des mauvais signes et a ralenti aussi la capacité à EDF à s'équiper correctement. Quand on voit que nous avons 30 centrales sur 56 qui sont aujourd'hui parfaitement autonomes et productives, il y a un problème quand même dans ce pays. Mais évidemment, Emmanuel Macron d'abord fait Fessenheim, il s'oppose au nucléaire, puis après il revient sur le nucléaire. C'est pas très clair. Vous n'avez jamais connu de revirement sur ce sujet, vous, au Rassemblement national ? Alors, non. Non, non, parce que on va vous rafraîchir la mémoire. Marine Le Pen disait le nucléaire est dangereux, il faut en sortir au plus vite. Non, mais Marine Le Pen est pour un mix énergétique dans lequel il n'y ait pas forcément que le nucléaire, mais également le développement de l'hydrogène. C'est la seconde partie d'ailleurs. C'est d'ailleurs la seconde partie en général de la phrase que vous citez. C'est qu'ensuite elle explique qu'il y a la nécessité d'un mix énergétique avec le recours à l'hydrogène. Mais tout ça était effectivement bien prévisible. Je note deux éléments que je veux porter dans le débat public. Voyez-vous, aujourd'hui, parce que quand on dit c'est prévisible, il faut que ça serve, c'est pour demain. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? C'est que les PME et les TPE vont être frappés durement avec l'augmentation des coûts. Moi, je vois dans ma circonscription une usine, une aciérie qui a 500 salariés, à Try-Saint-Léger, a annoncé sa fermeture pour 3 mois à partir du mois d'octobre. Je vois que les collectivités locales vont être très fortement impactées. Plus 800 000 euros, par exemple, dans une commune comme Denain, presque 20 000 habitants, au budget à trouver pour combler cette facture énergétique. Les conséquences que nous payons, elles sont dues aux décisions de tous ces hommes et ces femmes politiques qui succèdent. Les causes de la crise énergétique sont nombreuses. Cela dit, la crise énergétique est réelle aujourd'hui. Un vocabulaire s'impose, pénurie, rationnement, et ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que, quelles que soient les raisons qui nous ont conduits à cette situation, pénurie, rationnement, sobriété, pour le dire comme d'autres, c'est inévitable dans les temps à venir? Je ne sais pas si c'est inévitable. Et évidemment, demain, on n'a pas à agir comme hier et faire attention et changer le cours des choses me semble indispensable. Mais quand je dis changer le cours des choses, c'est changer notre approche globale. Ce n'est pas. C'était intéressant. Il y avait une interview dans Le Monde cette semaine du président de Super U qui disait il faut arrêter de désagriculturiser notre pays comme on l'a désindustrialisé. Il faut relocaliser l'emploi et la production. Mais il faut aider les transitions. Mais en attendant, mais ça, c'est fondamentalement une autre politique. On est face à une urgence. Est-ce que vous vous interrogez ou est-ce que vous craignez d'ailleurs qu'il y ait un niveau d'acceptation des Français par rapport à la guerre en Ukraine? C'est l'une des causes quand même de cette situation. On a atteint le plafond, le niveau maximal. Est-ce qu'à un moment, les Français et puis d'autres populations européennes, occidentales vont dire c'est plus possible, même si évidemment elles soutiennent l'Ukraine, elles peuvent se dire c'est plus possible, on n'en peut plus. Mais bien sûr, mais pourquoi ? Parce qu'il faut des sanctions intelligentes contre la Russie. Or, les sanctions qui ont été prises, désolé de le rappeler, Marine Le Pen l'avait dit il y a bien longtemps, ce sont des sanctions qui aujourd'hui remplissent les poches des Russes et appauvrissent celles des Européens. Ce sont par exemple, il aurait fallu, vous savez qu'Emmanuel Macron qui a eu, je le rappelle quand même 27 fois, je crois, ou 22 fois Vladimir Poutine au téléphone, qu'il n'a tout de même pas réussi, qu'il n'a pourtant pas réussi à s'imposer comme un médiateur, il aurait fallu qu'il puisse, avec d'autres évidemment puissances, rassembler les pays qui sont producteurs de gaz pour faire écrouler les prix du marché de façon à impacter la Russie.
On a fait l'inverse. On a fait un embargo qui bénéficie aujourd'hui à la Russie et qui appauvrit l'Europe. On a fait l'inverse. C'est ça des sanctions intelligentes, c'est pas des sanctions qui nous touchent nous. Mais vous le dites, la crise énergétique ne se limite pas à l'Ukraine. Et je me permets d'insister sur la question parce qu'elle me semble importante. Imaginons que Marine Le Pen soit aux affaires en ce moment. Vous avez espéré, ça aurait été possible. Est-ce qu'elle annoncerait d'une manière ou de l'autre aux Français rationnement, pénurie? Est-ce que d'une manière ou de l'autre, de telles mesures sont inévitables, quel que soit l'étendard de celui qui les annoncera? Non, monsieur. Elle annoncerait d'abord une baisse de la TVA sur les énergies à 5%. Vous avez vu qu'en Allemagne, qui n'est pas gouvernée par des patriotes ou en tous les cas des gens qui ont la même étiquette politique que nous, eh bien, on baisse la TVA à 7%. Vous avez vu qu'en Espagne, Pedro Sanchez la baisse à 5%. Donc, ce qui se fait ailleurs peut aussi se faire ici. Nous annoncerions la sortie... Non, mais nous annoncerions la sortie du marché européen de l'énergie. Vous savez qu'il y a des pays, là encore, qui ont eu la possibilité de le faire de façon temporaire ou définitive. Eh bien, nous, c'est ce que nous ferions. Oui, d'accord. Je le rappelle, moi, j'ai entendu, je me souviens, j'ai entendu Bruno Le Maire dire oui, on en sortira, puis maintenant, on veut le réformer, puis demain, on y restera. On connaît la chanson. De l'électricité du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Allemagne. Oui, bien sûr, je connais bien. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les députés du Rassemblement national ont voté contre l'avis du gouvernement. La hausse du prix de vente de l'énergie qui est fabriquée en France à ses propres concurrents, parce que je vous rappelle qu'on vendait à perte. Est-ce que ça aussi, ce sont, avec la fameuse règle de l'AREN, est-ce que ça, ce sont aussi des dispositifs qui sont acceptables? Donc oui, on ferait différemment. Parce qu'il est possible de faire différemment. Vous êtes dans l'opposition, donc la question c'est comment vous allez vous opposer. Nous recevions à quelques instants Alexis Corbière qui est plutôt pour une stratégie de manifestation, de rassemblement dans la rue. Il y voit une forme d'alternative au Parlement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cela et de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon hier très en verve à la braderie de Lille qui affirmait que le chaos vient du gouvernement? Oui, moi je croyais que Jean-Luc Mélenchon demandait le silence, était pour une politique du silence. J'aimerais qu'il se l'applique de temps en temps à lui-même, parce que sa politique de la brutalité, sa politique de la complicité avec l'islamisme, sa politique qui consiste à tout casser, du chaos permanent, de la conflictualité. Ils l'ont intellectualisé. Ils disent, nous, on veut tout conflictualiser. Moi, je crois qu'elle est à l'inverse de ce dont notre société a besoin. Notre société, elle est déjà dans de multiples conflits. Ça veut dire que vous, Sébastien Chenu, vous êtes dans une stratégie d'opposition accompagnatrice, on va dire. Non, pas accompagnatrice, parce que ce que nous proposons est très opposé à ce que le gouvernement, je viens d'ailleurs de l'expliquer, sortie du marché européen de l'énergie, baisse de la TVA à 5% sur les énergies, hausse des salaires de 10% pour tous les salaires, parce que j'entendais Corbière dire « Ah, ils n'ont pas voté le SMIC à 1 500 €. D'abord, ce n'est pas notre programme. Jusqu'à présent, nous défendons autre chose. Une hausse de tous les salaires de 10%. Le gouvernement l'a refusé. Taxe sur les superprofits. La LFI, ils n'ont pas voté notre proposition de taxe sur les superprofits. D'augmenter les salaires de Mais alors, en échange évidemment de baisse de charges patronales, en rassemblant, en réunissant évidemment les entreprises sur une grande concertation et convention sur... Bien entendu, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut non seulement les réunir et leur proposer une baisse de charges patronales en retour, en échange, sinon bien entendu, ils ne le feront pas, mais c'est une approche différente qui évite les effets de seuil et qui permet de toucher plus de Français, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont au SMIC qui souffrent. Vous savez, toutes ces classes moyennes qui payent très fortement cette inflation et qui finissent par être des classes appauvries. On va conclure. Mathieu Bock-Côté. Il y a une course à la direction qui s'annonce au Rassemblement national. Vous venez de la droite classique, vous en êtes issu. Aujourd'hui, il y a deux candidats qui veulent la direction du parti, Louis Alliot ou Jordan Bardella. Lequel des deux est le plus à même d'être capable d'unir les droites, si tel est l'objectif? Alors, ce n'est pas du tout l'union des droites l'objectif. Ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ça. Ça, c'était le discours d'Éric Zemmour. Vous savez, ça me fait toujours penser à cette citation de Napoléon. Les partis politiques s'affaiblissent de la peur qu'ils ont des gens capables. Ben, nous, c'est l'inverse. On est très heureux d'avoir deux candidats qui est le plus capable, alors? Moi, je n'ai pas choisi. J'ai envie de les voir à l'œuvre. J'ai envie de les écouter. J'ai envie de les entendre. Sur une note de langue de bois. Je choisirais. Je voterai pour l'un. C'est le 5 novembre. J'ai encore le temps un petit peu. Avec une certitude, Marine Le Pen, candidate 2027? Ben, j'espère bien. En tout cas, moi, je ferai tout pour. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité avec Alexis Corbière pour ce grand rendez-vous de rentrée. Merci à mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Bien sûr, on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 CNews et en partenariat avec Les Échos. Très très bon dimanche à vous.